C'est à Alcatraz, la prison de haute sécurité la plus tristement célèbre du monde, que s'était rendu Victor Lustig. Après avoir dirigé une opération de contrefaçon de billets de banque d'une ampleur telle qu'elle représentait un risque sérieux pour l'ensemble de l'économie, Victor venait d'être capturé. Et pourtant, cette fraude n'était même pas la plus infâme escroquerie de Victor. Victor a mis en place d'innombrables systèmes d'enrichissement rapide et était probablement l'escroc le plus dangereux et le plus prospère que le monde ait jamais connu. Mais surtout, on se souviendra de lui comme de l'homme qui a vendu 2 fois la Tour Eiffel. Alors les amis, voici l'histoire folle et vraie de comment ce petit voleur sans le sou est devenu l'homme le plus recherché du monde. Mais avant de continuer, nous vous prions de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Chapitre 1. L'homme que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Victor Lustig est très probablement né en 1890 dans la ville austro-hongroise de Boston qui fait aujourd'hui partie de la République tchèque. Mais à vrai dire, nous n'en sommes pas certains car sa véritable identité reste encore aujourd'hui un peu mystérieuse. En effet, tout au long de sa vie, il a utilisé au moins 45 pseudonymes différents pour brouiller les pistes. Il a souvent menti sur ce qu'il était et d'où il venait. Il changeait de nom, d'apparence et d'identité d'un endroit à l'autre, une sorte d'escroc changeant de forme qui parcourait le monde, trouvant de nouvelles façons d'escroquer ses victimes. Cependant, les informations dont nous disposons sur son enfance suggèrent que les jeunes années de Victor ont été misérables, passées dans une maison de pierre sombre et sinistre, dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Il décrit ses parents comme les plus pauvres des paysans qui pouvaient à peine se permettre de nourrir et d'habiller leurs enfants. Ils se sont séparés lorsque Victor avait 8 ans et l'ont envoyé vivre chez des parents, une situation qu'il trouvait totalement insupportable. Lorsqu'il a eu 12 ans, Victor a conclu qu'il serait plus heureux tout seul. Il a abandonné l'école et s'est enfui. Il a commencé à vivre dans les rues froides de diverses villes européennes et a dû recourir au vol, à la tire et à la mendicité pour pouvoir manger. Mais c'est un événement singulier survenu en 1903 qui l'a décidé à poursuivre une vie de criminel. À l'époque, Victor était un paria de 13 ans qui luttait pour survivre dans les rues de Budapest. Un soir de printemps, il fouillait désespérément dans les poubelles à l'extérieur d'un hôtel de luxe à la recherche de restes de nourriture. Lorsqu'il remarqua un couple qui se préparait à manger sur l'un des balcons de l'hôtel, Victor regarda les serveurs leur apporter assiette après assiette de nourriture, organisant un festin digne d'un roi, plus de nourriture que Victor n'en avait jamais vu dans sa vie. Et pourtant Victor regardait, horrifié, le couple qui ne mangeait même pas une seule bouchée de la nourriture et se dirigeait directement vers la chambre. Victor n'arrivait pas à croire à toute cette délicieuse nourriture juste posée là, et il n'allait même pas manger quoi que ce soit sur le moment. Victor a décidé que si c'était ainsi que certaines personnes pouvaient se permettre de vivre, ce qui lui était obligé de manger des restes de poubelle, il ne se sentirait jamais coupable d'escroquer les plus chanceux que lui. Après cela, Victor est passé du simple vol à la tire pour survivre à de petits vols plus sophistiqués, puis plus tard à des cambriolages. Lorsqu'il a eu 18 ans, Victor avait également perfectionné tous les trucs du livre. Il est devenu un maître des tours de passe-passe, ce qui lui permet de tricher à des jeux comme le poker ou d'escroquer les gens dans la rue. Cependant, la police ne tarde pas à rattraper les escroqueries et les vols de Victor et celui-ci finit par faire de multiples séjours en prison à Budapest, Prague, Zurich et Vienne, mais quelques mois derrière les barreaux de temps à autre n'entament pas son moral. Il passait simplement le temps en prison à améliorer ses compétences en matière de cartes ou à lire des livres car malgré le fait que Victor ait quitté l'école à un âge précoce, il apprenait beaucoup car il savait qu'une bonne éducation l'aiderait dans ses escroqueries et lui permettrait de paraître plus sophistiqué et professionnel, attirant ainsi moins de soupçons. Cependant, comme beaucoup d'Européens de son époque, Victor avait entendu des histoires sur l'Amérique, la terre promise et toutes les opportunités qui attendaient un homme intelligent et plein de ressources comme lui. Il a donc embarqué sur un bateau et s'est dirigé vers les États-Unis en cherchant à devenir riche. Mais sur le bateau, 2 choses se sont produites. Tout d'abord, il a réussi à se faire une coupure de 2,5 pouces le long de sa joue gauche par un marin en colère qui pensait que Victor devenait trop amical avec sa compagne. Cette attaque a laissé une cicatrice permanente sur le visage de Victor, dont il dira plus tard aux gens qu'il l'a eu à cause d'un bijou d'honneur alors qu'en réalité,
c'est juste pour avoir flirté avec la petite amie d'un autre. Mais la deuxième chose qui s'est produite sur ce bateau à destination de l'Amérique, c'est que Victor a réalisé que les paquebots transatlantiques, comme celui-ci, constituaient un terrain de chasse parfait pour les escrocs comme lui, les ponts de première classe étant remplis de gens très riches avec lesquels il pouvait facilement parler et trouver un moyen de les arnaquer. Pour Victor, c'était comme tirer sur des poissons dans un tonneau. Alors, il passait une semaine à bord d'un navire traversant l'Atlantique, le plus grand nombre possible de passagers fortunés, puis il accoste Reims et recommence sur un autre navire avec de nouveaux passagers. Et ainsi, les années suivantes ont été vie facile pour lui, faisant des allers-retours sur ses bateaux entre l'Europe et l'Amérique. L'une des escroqueries les plus courantes qu'il réalisait sur les navires consistait à se faire passer pour un producteur de musique à succès cherchant à investir dans une production de Broadway, ce dont les gens ne se rendaient compte qu'après avoir déjà investi. Cependant, la Première Guerre mondiale a mis un terme au bon moment de Victor, car il n'y avait plus de croisière de plaisance entre l'Amérique et l'Europe. Ce que Victor a fait pendant la guerre reste un mystère, même s'il n'a certainement pas pris part au combat. Ce qui est clair, c'est qu'à la fin de la guerre, Victor est apparu à New York et l'homme qui est monté sur le quai était bien loin du garçon sans-abri qui devenait toutefois fouiller les poubelles pour trouver de la nourriture, vêtu d'un beau costume sur mesure avec une chemise en soie et un pardessus en poil de chameau. Il se présentait maintenant comme une contrefaçon à Lustig et prétendait être un riche aristocrate en exil politique. Il avait tout ce qu'il fallait, son apparence, sa façon de parler, sa façon de se tenir. Tout laissait penser à de l'argent et à de la sophistication. Il n'était donc pas surprenant que presque toutes les personnes qu'il rencontrait se laissaient prendre par les charmes rusés de Victor. Victor s'était réinventé une fois de plus et avait créé un personnage qui serait parfait pour réaliser des escroqueries bien plus importantes. Chapitre 2. En 1919, Victor a rencontré et épousé une femme au nom de Roberta qui s'est tellement entichée de son nouveau mari qu'elle est restée avec lui-même après avoir découvert qu'il n'était pas vraiment un conte et qu'il avait gagné son argent en arnaquant les gens. Malheureusement, la vie privée de Victor a fini par causer sa perte, mais nous y reviendrons. Les années folles sont une période d'excès pour les Américains et donc une occasion parfaite pour Victor qui s'attaque à leur cupidité. Outre les cadeaux classiques, il a également fait un bref passage en tant que faussaire, fabricant de faux autocollants de whisky et de faux timbres gouvernementaux pour les bootleggers. Cependant, Victor eut bientôt une meilleure idée. Une machine à billets capable d'imprimer des doubles de billets de banque. Bien entendu, cette machine n'était pas réelle, mais Victor devait trouver des gens assez crédules pour y croire et leur vendre cette fausse machine pour de grosses sommes d'argent. Victor a donc fait fabriquer un nombre de ces boîtes par un menuisier qualifié de New York. Elles avaient certainement l'air impressionnantes, environ 2 pieds de long avec des garnitures en laiton et un tas de cadrans. Victor disait aux gens qu'il suffisait de mettre un vrai billet de $100 à l'intérieur, de tourner une manivelle et d'attendre au moins 6 heures pour que la machine imprime une réplique exacte de votre billet de $100 sur le papier monnaie, vous laissant ainsi avec 2 billets de $100 identiques. Victor l'appelait la machine à billets magique. Vous vous demandez probablement comment quelqu'un peut être assez stupide pour tomber dans les panneaux et lui acheter cette fausse machine à billets. Eh bien, voici comment l'arnaque fonctionnait. Tout d'abord, Victor se rendait à la banque et obtenait un tas de billets de $100 tout neufs, ce qui signifie que le numéro de série était dans l'ordre séquentiel. Il lui suffisait donc de gratter le dernier chiffre du numéro de série et de le réappliquer sur plusieurs billets, créant une pile de billets de $100 apparemment identiques. N'oubliez pas que Victor avait déjà une expérience de la contrefaçon et qu'il lui suffisait de changer le dernier chiffre de numéro de série. Donc, avec un peu d'entraînement, il a pu perfectionner cette technique. Deuxièmement, Victor n'approchait jamais ses cibles pour acheter la boîte. Au lieu de cela, il a d'abord trouvé un moyen de gagner leur confiance. Par exemple, l'une de ses victimes était un riche joueur. Victor lui a fait les poches et a volé son portefeuille. Il est ensuite retourné voir la même personne qu'il venait de cueillir et d'empocher et lui a dit « Hé, tu as fait tomber ça !» Et il lui a rendu le portefeuille. Cela a immédiatement fait passer Victor pour un citoyen honnête et gentil qui essayait juste d'aider. La personne a donc baissé sa garde et Victor en a profité pour engager la conversation et l'orienter subtilement vers la tirelire magique. Victor mentionnait qu'elle pouvait dupliquer les billets de banque, mais il agissait ensuite comme s'il ne pouvait pas en parler, ce qui bien sûr ne faisait qu'inciter les gens à en savoir plus. Bientôt, la victime suppliait de voir une démonstration de cette machine à billets. Et bien que Victor fasse semblant d'être réticent au début, il finit par accepter et il se rend dans sa chambre d'hôtel où Victor insère un billet de $100 dans la machine. Mais comme Victor avait inventé le mensonge selon lequel cela prenait 6 heures,
Cela leur laissait le temps de discuter, de jouer aux cartes ou de dîner. Une fois que la machine avait soi-disant fait son travail, lorsqu'ils revenaient, la machine contenait à la fois le billet de 100 $ original et un deuxième billet de 100 $ identique, comme s'il avait été parfaitement cloné par la machine. Bien sûr, en réalité, Victor avait simplement caché le second billet à l'intérieur de la machine au préalable et il semblait identique uniquement parce qu'ils avaient utilisé ses compétences en contrefaçon pour modifier les numéros de série afin qu'ils correspondent. Normalement, la cible avait encore des doutes. Elle se rendait donc à la banque la plus proche où le guichetier confirmait qu'il s'agit bien d'un billet authentique car c'était un vrai billet de 100 $. Rien n'avait été imprimé sur du papier d'imprimerie. Il s'agissait simplement d'un billet que Victor avait retiré plus tôt, mais une fois que le guichetier avait confirmé qu'il était vrai, cela suffisait normalement pour que la victime croie que la machine avait réellement imprimé le billet comme Victor l'avait prétendu. Mais voici la partie la plus intelligente. Pendant qu'ils discutaient, Victor avait laissé entendre qu'ils avaient une situation d'urgence où il avait besoin de beaucoup d'argent rapidement et qu'il était frustré parce que sa machine prenait 6 heures pour cloner chaque billet de 100 $ et que cela prenait trop de temps. Alors sa victime a eu l'idée de dire « Et si j'achetais la machine à sous ?» Vous vous souvenez, Victor ciblait spécifiquement les personnes riches qu'il savait avoir beaucoup d'argent comme les hommes d'affaires ou les joueurs où il en avait vu un gros. Mais bien sûr, la victime pensait qu'elle faisait une excellente affaire en obtenant cette machine à sous pour un montant unique qu'elle pouvait utiliser encore et encore. En utilisant ces tactiques, Victor a vendu de multiples copies de sa tirelire dans tout le pays pour des dizaines de milliers de dollars chacune. Et grâce au mensonge qu'il avait inventé sur le fait que la machine à sous prenait tant d'heures pour imprimer chaque billet de 100 $, il avait tout le temps de fuir la région avant que sa victime ne se rende compte qu'elle avait été escroquée. Le temps qu'elle comprenne qu'elle avait acheté une boîte en bois sans valeur, Victor était parti depuis longtemps. Mais voici le véritable génie de l'arnaque. Bien qu'il ait répété cette arnaque à maintes reprises, Victor était à l'abri de la loi car aucune de ses victimes n'est jamais allée à la police ou ne l'a dénoncé. Je veux dire, comment aurait-il pu? Vous ne pouvez pas aller vraiment à la police et vous plaindre que votre machine à imprimer de la fausse monnaie n'a pas fonctionné comme prévu, donc la plupart d'entre elles ont dû accepter qu'elles avaient été arnaquées. Cependant, il y avait une femme riche à qui Victor a vendu une tirelire et qui, après avoir réalisé qu'elle avait été arnaquée, a passé des semaines à traquer Victor. Elle s'appelait Billy Mashable et a finalement réussi à la trouver dans une chambre d'hôtel dans une autre ville. Mais voici le rebondissement de l'histoire. Quand elle l'a finalement trouvée, il n'y a pas eu de menaces ou de violence. Au contraire, elle a été remplie d'admiration devant sa débrouillardise et lui a dit qu'ils devraient devenir des partenaires dans le crime et travailler ensemble. En fait, les deux personnes ont non seulement commencé à faire des arnaques ensemble, mais ils sont devenus amants. Et Victor a quitté sa femme pour être avec elle. Il regretta plus tard cette décision, mais pour l'instant, tout allait bien pour Victor et il préparait déjà la plus grande escroquerie de sa carrière. Chapitre 3. Un jour de mai 1925, Victor lit un article de journal sur l'état de délabrement de la Tour Eiffel et sur le fait qu'il serait moins cher pour le gouvernement français de la démolir que de la réparer. En effet, à l'origine, la Tour Eiffel devrait être temporaire puisqu'elle avait été construite pour l'exposition universelle de 1889 à Paris et devrait être démolie 20 ans plus tard. Mais en 1909, les Parisiens s'étaient habitués à ce nouveau point de repère et la tour est restée en place. Cependant, en 1925, la Tour Eiffel était en mauvais état et les discussions sur sa démolition avaient repris. En entendant cette nouvelle, Victor a une idée qui va le placer au panthéon des fraudeurs. Il va vendre la Tour Eiffel. Il arrive à Paris dans le courant du même mois, accompagné d'un de ses habituels acolytes Dapper Dan Collins. Comme toutes les escroqueries de Victor, celle-ci avait été méticuleusement planifiée à l'avance, chaque étape étant soigneusement préparée. Tout d'abord, Victor utilise ses nombreux contacts dans le milieu criminel pour obtenir de faux papiers et de fausses accréditations du ministère français des Postes et Télégraphes, responsable de la Tour Eiffel. Il s'est ensuite rendu dans un hôtel de luxe à Paris où il a réservé une chambre en se faisant passer pour un fonctionnaire. De là, il a remis des lettres à 6 des plus grands ferrailleurs de Paris, les invitant à l'hôtel pour discuter d'une affaire privée qu'il disait être bien trop sensible pour être abordée en public. Une fois que les hommes se sont rassemblés dans la chambre d'hôtel de Victor, il a prononcé un discours soigneusement répété dans un français courant, expliquant que le gouvernement avait l'intention de démolir la Tour Eiffel, mais ne voulait pas encore rendre la décision publique par crainte d'un tollé. Cependant, on leur avait confié l'information afin qu'ils puissent faire une offre pour les droits de récupération.
Les ferrailleurs étaient comme du mastic dans les mains de Victor et il savait exactement comment les manipuler. D'abord, il les a fait se sentir importants en les mettant au courant du grand secret, puis il a suscité leur intérêt professionnel en leur donnant des détails sur la tour. Victor connaissait tous les détails, toutes les mesures correctes et même le nombre de rivets à l'intérieur de la tour Eiffel. Il avait fait ses devoirs de manière approfondie, mais finalement, Victor a terminé avec le chiffre qui intéressait tous les hommes dans cette pièce, 7000. C'est le nombre de tonnes de fer de qualité récupérable qu'ils obtiendraient de la tour. L'auditoire de Victor est hypnotisé et considère déjà que c'est l'affaire d'une vie. Sans surprise, ils lui ont tous présenté des offres scellées pour le projet. Mais à vrai dire, Victor avait déjà trouvé sa cible, André Poisson. Comme il était clair, André était désespérément à la recherche d'une affaire majeure qui ferait passer son entreprise au niveau supérieur. Victor lui a donc demandé de rester pour discuter de quelque chose en privé lorsqu'ils ne seraient que tous les deux. Victor a commencé à parler à André des difficultés et des limites d'un emploi du gouvernement. L'intention était évidente. Il cherchait à obtenir un pot de vin. Bizarrement, cela a mis le ferrailleur à l'aise. Les pots de vin faisaient partie de la routine des affaires pour lui. Et cela expliquait aussi pourquoi Victor avait organisé la rencontre dans une chambre d'hôtel privée. Ironiquement, c'est le fait que Victor ait demandé un pot de vin qui a fait croire à André que l'affaire était bien réelle. André n'a donc eu aucun problème à signer un chèque très généreux pour l'homme qu'il pensait n'être qu'un autre fonctionnaire corrompu de niveau intermédiaire. Mais une fois le ferrailleur parti, Victor encaisse immédiatement le chèque et prend le premier train pour l'Autriche, satisfait d'un travail parfaitement exécuté. Il a passé les semaines suivantes dans un hôtel de luxe à Vienne, attendant de lire le récit de son escroquerie dans les journaux. Mais ce n'est jamais le cas. Il s'est vite rendu compte qu'André avait gardé le silence sur cette affaire par honte et embarras d'être tombé dans le piège. Après tout, si vous aviez donné un énorme pot de vin à quelqu'un pour remporter le contrat d'achat de la Tour Eiffel pour de la ferraille, voudriez-vous vraiment admettre publiquement que vous êtes tombé dans l'arnaque? Mais le fait qu'André n'ait pas rendu l'arnaque publique ou ne soit pas allé voir la police a donné à Victor une autre inspiration. Cela signifiait qu'il pouvait refaire exactement la même arnaque, et c'est précisément ce qui s'est passé. Quelques mois plus tard, Victor est retourné à Paris et a répété toute l'arnaque avec différents ferrailleurs. Une fois de plus, il est reparti avec un beau gros chèque, mais cette fois-ci, sa marque a été signalée à la police. Une fois l'histoire connue, Victor a jugé préférable de ne pas tenter le sort et de retourner aux États-Unis. Mais le fait qu'il ait pu le faire plus d'une fois montre bien pourquoi les escrocs s'en sortent souvent si longtemps avec leurs combines. Les gens ne veulent pas admettre qu'ils ont été escroqués. Cependant, pour Victor Lustig, il a fini par aller trop loin et sa chute a bientôt commencé. Chapitre 4. Bien qu'il soit maintenant un homme riche, une fois Victor de retour en Amérique, il n'avait pas l'intention de ralentir. Aucune cible n'était trop grande ou trop petite pour lui. On raconte qu'il a même osé escroquer le célèbre truand Al Capone. Victor a dit à Capone qu'il avait besoin de 50 000 $ pour financer une escroquerie et qu'il pouvait doubler l'argent de Capone en 2 mois seulement. Cependant, Victor a ensuite rendu l'argent à Capone dans son intégralité en disant que l'escroquerie avait mal tourné. Capone a été impressionné par son honnêteté et lui a remis 5 000 $. Bien sûr, c'était le plan de Victor depuis le début. Il n'avait jamais eu l'intention de faire autre chose que de rendre l'argent à Capone dans l'espoir d'une récompense. Cependant, lorsque la Grande Dépression a frappé l'Amérique, Victor a constaté que les prix des marques bien rémunérées commençaient à se tarir. Il est donc revenu à la contrefaçon. Sauf que cette fois, il voyait beaucoup plus grand. En 1930, il a commencé un nouveau racket avec un homme nommé William Swartz, un pharmacien qui était aussi graveur de grande classe. Leurs faux billets étaient de la plus haute qualité. Les super billets de l'époque, tels qu'ils ont été décrits par un expert en authentification. Et pour rester en face avec les grandes ambitions et la confiance de Victor, ils ont fait des billets de 100 $. Les autres contrefacteurs s'en tenaient aux petites coupures, car elles étaient plus faciles à faire passer inaperçues, alors que les billets de 100 $ étaient plus surveillés. Victor le savait, mais il s'en fichait. Il était persuadé que son produit était suffisamment bon pour égaler les vrais billets. En fin de compte, cet excès de confiance effronté allait causer sa perte. Tout a commencé en 1931 lorsque Victor a montré son audace une fois de plus en appelant un shérif du Texas avec l'arnaque de la tirelire. Lorsque le shérif se rend compte qu'il a été dupé, il traque Victor jusqu'à Chicago et le confronte sous la menace d'une arme. Mais Victor a toujours été un beau parleur, même sous pression, et explique simplement que la machine était probablement défectueuse.
Il s'excuse auprès du shérif et lui offre une compensation de 50 000 $, soit le double de ce qu'il avait payé pour la boîte. Le shérif s'en va, heureux, et découvre rapidement qu'il s'est encore fait avoir, car on lui a donné de la fausse monnaie. C'est la première grosse erreur de Victor, car elle le place dans le collimateur des services secrets. À l'époque, le travail principal des services secrets n'était pas de protéger le président des États-Unis, mais d'arrêter les faussaires lorsqu'ils entendaient parler d'un paiement aussi important effectué avec de faux billets de 100 $ de haute qualité. Ils savaient qu'ils avaient affaire à une opération de grande envergure, mais ils n'étaient pas préparés à son ampleur réelle. Au cours des dernières années, Victor et ce qui avait fait plus d'1 million de $ en fausse monnaie, difficile à retracer, qui avait déjà été distribué au public, il y avait une véritable quiétude que l'opération pourrait détruire la confiance dans le dollar et ébranler les fondations de l'économie américaine. C'est pourquoi, en 1934, une escapade spéciale a été constituée pour attraper Victor. Elle était composée d'agents de services secrets et du département du Trésor, de policiers de New York et de gendarmes de l'État. Cependant, c'est finalement un tuyau anonyme qui a conduit à la capture de Victor en mai 1935. Quelqu'un a donné aux autorités l'adresse du quartier général de Victor, puis le 10 mai, la police a intercepté un appel indiquant que Victor lui-même arriverait à une certaine heure et les autorités se sont donc assurées d'être là pour l'arrêter lorsqu'il se présenterait. Victor a été emmené en prison, mais de qui la police a-t-elle obtenu cette information? Eh bien, on pense généralement que le tuyau anonyme venait de Billie Mae, la femme avec qui Victor avait eu une liaison. Mais apparemment, après que Victor l'ait larguée pour un nouveau partenaire, elle a donné le tuyau à la police par colère et jalousie. Quoi qu'il en soit, Victor risquait des dizaines d'années de prison pour ça. Aucun discours mielleux ne pouvait le sortir d'une accusation de production de millions de dollars de fausse monnaie. Mais en septembre de la même année, Victor a ajouté un dernier exploit à son CV criminel, déjà remarquable en s'échappant du centre de détention fédéral de Manhattan, censé être à l'épreuve des évasions. Il a fabriqué une corde de 15 mètres à partir de draps de lit et a coupé les barreaux à l'aide d'une paire de pinces que quelqu'un avait fait passer en fraude pour lui. Confiant comme toujours, Victor a même laissé un mot sur son oreiller pour larguer les gardes sur son évasion. Malheureusement pour Victor, à ce moment-là, il avait une telle réputation que beaucoup de ressources ont été dépensées pour le retrouver. Et c'est ainsi qu'il a été attrapé moins d'1 mois après s'être échappé du centre de détention. Cette fois, il n'a aucune chance de s'échapper, car il est condamné à 20 ans de prison sur la redoutable île d'Alcatraz, la prison de haute sécurité par excellence. Bien que techniquement, ce ne soit pas Victor Lustig qui a été condamné, à ce moment-là, il utilisait le pseudonyme de Robert Miller, bien que certains pensent que Robert était peut-être son vrai nom, que les autorités avaient réussi à découvrir. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que Victor ou Robert, ou qui que ce soit cet escroc, a passé le reste de sa vie derrière les barreaux. Il se plaignait fréquemment au gardien d'Alcatraz d'une maladie dont il souffrait, mais il pensait qu'il faisait semblant. Pour la première fois de sa vie, il ne l'était pas. Il est mort d'une pneumonie le 11 mars 1947, à l'âge de 57 ans. Son certificat de décès mentionne qu'il était apprenti vendeur, un titre étonnamment discret pour l'un des escrocs les plus audacieux et les plus efficaces qui ait jamais existé. Alors, nous arrivons ainsi à la fin de notre vidéo sur l'arnaqueur qui avait vendu la Tour Eiffel à 2 reprises. Si cette vidéo vous a rapporté un plus, alors n'hésitez pas à vous abonner à Histoireflix pour activer la cloche de notification et laissez-nous dans les commentaires les idées de vidéos que vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci encore et à la prochaine.